Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui cette fois-ci n'est pas un test, ça sera un petit peu des cadres habituels. Mais aujourd'hui, et vous l'aurez compris, on va parler de Apple Music qui sort sa version hi-fi de la musique, donc sa nouvelle offre, qui d'une part n'augmente pas en prix et d'autre part apporte aussi le Dolby Atmos. Il faut savoir que ce n'est pas la seule offre qui existe sur le marché, vous avez déjà Tidal, Qobuz, Deezer, en général sans le Dolby. Tidal offre aussi le Dolby Atmos sur certains morceaux. Donc, en gros, c'est plutôt sympathique et ça apporte quelques petites choses. Mais il y a pas mal de choses à dire parce qu'aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui me suivent et moins ceux qui me connaissent pas, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies ou beaucoup trop amplifiées par rapport à la réalité. On va résumer la news et je remercie d'ailleurs Audio du Village d'avoir fait une petite résumé sur les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est pas plus cher, on a un ensemble qui va donc de la qualité actuelle jusqu'au FLAC, donc 24 bits 48 kHz, donc c'est à peu près la même chose en soi, et quelques morceaux très rares en 24 bits 192 kHz. Il y aura du spatial audio avec les musiques en Dolby Atmos qui arrivera et ça devrait pour l'instant être assez réduit mais s'étendre plus largement par la suite. Pour l'instant, côté Apple et au niveau des écouteurs, on est toujours sur du AAC, donc ça ne change pas. Et ça, on verra peut-être. Soit il va y avoir un codec qui va être mis par la suite, mais on n'en sait rien. Soit ce sera les nouveaux produits qui seront plus le côté high-res. Par la suite aussi, on va avoir une playlist en Dolby Atmos, avec donc, le côté très réduit, d'ailleurs comme Tidal, pour découvrir ces morceaux spéciaux Atmos. Et donc il y aura un repérage, comme Tidal toujours, pour dire si ces musiques sont Dolby Atmos ou pas. Pour la qualité 24 bits 192 kHz, il faudra un DAC externe, un très bon DAC, mais on en reparlera dans la réalité, c'est un peu compliqué derrière. Ça peut même poser des problèmes, d'ailleurs j'en avais parlé avec lui il y a quelques jours, ça peut même poser des problèmes sur certains morceaux et ça peut poser des problèmes au niveau des haut-parleurs, des tweeters, donc par exemple comme les haut-parleurs que j'ai testés il y a peu de chez Presonus. Alors je pense de bien meilleure qualité mais on y reviendra. Donc ce qui fait que c'est quand même plutôt sympathique, surtout que ça se met face donc à Amazon, à Tidal, à Qobuz principalement, Deezer aussi, mais c'est surtout eux qui sont visés, et Spotify qui derrière n'a toujours pas sorti sa version hi-fi de ses offres, devrait arriver prochainement j'imagine, et ça reste encore le numéro 1, Deezer étant très loin derrière, Tidal et Qobuz aussi. C'est le numéro 2 à l'heure actuelle sur le marché, c'est assez logique aussi que ce soit les numéros 2, puisque ils ont la possibilité d'utiliser surtout les produits Apple globalement et de pousser cette offre-là. Donc c'est un peu facile. Surtout que c'est intégré Apple One qui ne change pas aussi de prix. Donc ça c'est aussi une chose intéressante pour ceux qui sont déjà chez Apple et déjà avec Apple One. Donc ça permet aussi, et il faut bien le comprendre en termes de part de marché, que quand on a déjà une très très grande base de produits active que sont les iPhones, les iPads et les Mac, Apple Music ça peut très vite prendre la place des autres concurrents et peut-être par la suite même de Spotify. Ici, le Apple Music hi-fi, ça apporte pas forcément grand chose, mais ça permet surtout un beaucoup marketing, et ça met en avant aussi, et ça il faut pas l'oublier, tout le côté AR, VR, qui risque de se développer par la suite. L'audio spatial n'étant pas spécifiquement très technique, et je vous conseille de regarder mon test sur les AirPods Max, où j'en parle très longuement, donc j'ai vraiment développé le sujet et mon ressenti. Ça va être surtout bien pour la réalité augmentée, mais surtout virtuelle, qui je pense devrait arriver. Le marché reste encore de niche, et il faut surtout un gros acteur pour arriver à pousser un peu ça, je pense. Ça reste quelque chose qui est compliqué, mais qui persiste, et il y a vraiment des belles choses, mais la gestion du son est encore particulière. Ici, on peut vraiment avoir quelque chose qui peut être sympathique à développer, et je pense qu'Apple, via tout ça, permet de développer et d'intégrer ça par défaut, et faciliter l'intégration derrière de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer donc à la théorie. Qu'est-ce que ça va apporter à tout ça? Qu'est-ce que ça apporte tout simplement? Le côté high-res, parce que c'est assez compliqué. Il faut savoir déjà que le logo high-res, c'est assez basique, c'est pour ceux qui arrivent jusqu'à 40 000 Hz, sauf que l'oreille humaine, elle est limitée à 20 000 globalement, donc c'est surtout déjà ça. On va avoir aussi des morceaux qui sont quasiment du master, peut-être, on n'aura pas du DSD, mais du master, un peu comme Tidal aussi, donc ce qui fait que ça se rapproche de la qualité de fichier, de ce qui est proposé directement par les studios. Donc c'est plutôt sympathique, comme ceci, on y reviendra dans la réalité, mais ce qui permet d'avoir un fichier qui n'est absolument pas compressé, donc vous avez tous les détails, ça va très haut dans les hertz, et c'est une excellente chose.
Donc, en soi, si on prend théoriquement, on a la meilleure qualité de fichier possible sur certains morceaux. On aura du FLAC ou du ALAC en soi, parce que ça va être l'Apple Lossless Codec qui va être utilisé, et donc en gros c'est du FLAC mais version Apple, et donc c'est du format sans perte, contrairement au AAC ou MP3, et donc ce qui fait que c'est moins compressé, ça prend plus de place, mais il est censé y avoir plus de détails. Donc c'est une évolution qui est bienvenue par beaucoup de monde, mais après on reverra sur ce point-là. Le Dolby Atmos, lui, apporte ce côté un petit peu plus virtualisé, un petit peu plus une gestion de la scène avec plus de profondeur, plus de largeur. Pareil, on en reviendra dans la réalité, parce que sur Tidal, ça existe déjà, et j'ai pu le comparer sur un format plus classique. Ce qui peut être intéressant, sans partir dans la réalité, c'est sur des intras qui ne savent pas forcément bien gérer les scènes, et les booster un peu pour avoir ce côté un petit peu plus en profondeur, un peu plus vivant, un peu plus naturel. C'est un peu la même idée qu'en gros, c'est l'idée de l'audio spatial, c'est le même principe, sauf que là, c'est le côté Dolby Atmos avec les critères de Dolby Atmos. Dernière chose à tout ça, on va avoir l'offre globalement, ce qui fait qu'aussi ça va permettre globalement à ce que la qualité audio dans l'ensemble des fichiers soit mieux respectée avec moins de compression et donc moins de charcutage, mais en général si le charcutage a été fait très bas, c'est qu'il a été fait très haut aussi. Moins de charcutage sur les morceaux et donc ce qui fait que globalement on aura moins cet effet de compression par défaut qu'il pourrait y avoir sur certains morceaux qui ont été mal gérés. Mais c'est notamment plus vrai pour les morceaux qui ont été faits entre 2000 et 2010, là où il y a eu la Loudness War, et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet qui est hyper intéressant et qui démontre un peu tout le problème de la Loudness War, qui, surtout pour les vieux morceaux, a charcuté beaucoup avec le remastered ces morceaux-là. Après, c'est un autre problème qui ne touche pas pour le coup les morceaux récents qui se sont beaucoup améliorés dès le départ. Alors, dans la réalité, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, il faut savoir que, alors c'est plutôt bien qu'on ait le Dolby Atmos, c'est plutôt bien qu'on ait le CD, la qualité CD, ALAC, FLAC, bref, ce que vous voulez, et c'est plutôt bien qu'on ait des fichiers qui soient master. Dans la réalité, vous avez intérêt d'être une chauve-souris qui soit sacrément audiophile pour trouver des différences par rapport aux fichiers actuels. On a la chance aujourd'hui, et c'est grâce notamment aux plateformes de streaming. Entre parenthèses, je vous conseille d'aller regarder la playlist des 2 minutes sur un sujet précis dans l'audio de Audio Fanzine. Hyper intéressant, résume et vulgarise très facilement plein de choses qui permettent de comprendre comment sont faites des musiques, quelles sont les limites et quelles sont les pertes qu'on peut avoir sur les différents formats de fichiers, etc. Il y a plein de choses pour ceux qui aimeraient se mettre dans le mixage, pour ceux qui s'intéressent tout simplement à la musique, comment elle est faite, quelles sont les problématiques et quelles sont les différences. Il faut savoir qu'on a une bien grosse amélioration par rapport au MP3 qui est sorti il y a quelques années. Le MP3 était limité à 128, 192 et c'était notamment la norme. Aujourd'hui, elle s'est beaucoup améliorée. Globalement, on a du AAC en 256 et du MP3 en 320 kbps, qui est à peu près équivalent, ce qui fait qu'en termes de compression, on est sur des compressions qui sont assez légères et assez intelligentes. En gros, la compression est faite sur des choses qu'on ne peut pas entendre. Ça, c'est une première chose, ça permet de gérer beaucoup de choses. Pareil, je vous conseille, sur Audio Fanzine, ça explique un peu tout ça en 2 minutes et c'est super intéressant. Notamment, par exemple, que la basse, comme on a du mal à avoir quelque chose qui est en stéréo, à le comprendre en stéréo, elle est réduite en mono, ça permet d'alléger le fichier. C'est ce genre de choses. Tout ce qui va être masqué parce qu'on n'est pas censé l'entendre, parce qu'il y a d'autres bruits qui fait que ça va être masqué, ça va être dégagé aussi, ça permet de gagner de la place. Donc l'idée du MP3 qui est un format compressé, certes, mais c'est une compression intelligente. C'est une compression qui essaie de limiter au maximum ce qui est possible en termes de compression et de garder que ce qui est utile et que ce qui va être audible, et non pas compressé et charcuté dans ce qu'on entend. C'est ça la différence, et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, et c'est ce que beaucoup aussi d'acteurs dans l'audio disent, dans le sens où c'est censé être destructif, on perd des détails, donc c'est forcément de la merde. Non, on perd des détails que de toute façon on n'entend pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc certes, c'est plutôt bien qu'Apple apporte ce système-là, apporte cette qualité CD, mais le problème c'est que ça va pas améliorer, ça va rien améliorer à votre qualité sonore, parce que c'est bien d'avoir du 44 000 Hz. En fait, quand vous entendez un encodage en 44 000 Hz, c'est l'ensemble, mais en fait c'est 20 000 Hz en stéréo, c'est ça. Sauf qu'il faut savoir que quand on est très jeune, on entend de 24 à, de 16 à 24 000 Hz, qu'on est très jeune. Quand on est adolescent, ça va être 20
20 000 en gros. Et quand on va vieillir, bah, ça va être 24, et ça peut descendre, plus on vient vieillir, à 13 000. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'entends de 20 à peu près 18 000 quand c'est boosté et 16 500 en général. Et d'autres personnes entendent à peu près 16 500. Ce qui fait que ça limite déjà beaucoup les fichiers. Donc les fichiers qui sont en 96 kHz, en 192, ça n'a pas d'intérêt. En fait, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ça va rien ajouter. Par contre, ça peut ajouter sur ici, donc les tweeters, donc ceux qui gèrent les hautes fréquences, ça peut faire un espèce de repli, et je vous conseille, si vous avez des questions qui est beaucoup bien meilleure que moi, et qui m'a vulgarisé ça aussi, il peut y avoir un repli des sons. En fait, le DAC qui lui va gérer le son va se dire, mais je peux pas l'entendre, et il va essayer de le remettre dans la partie audible de ce que nous on entend, donc sous les 20 000 Hz, et on va entendre du bruit de fond, on va entendre des choses bizarres qu'on n'est pas censé entendre, mais sauf qu'il va essayer de l'interpréter. Donc c'est aussi une chose à prendre en compte et à faire très attention. Donc ce qui fait que ça n'apporte rien à part quelque chose qui va un peu brouiller le son en fait, tout simplement. Ça c'est une première chose. Vous avez aussi la possibilité, et je vous conseille de le faire, de prendre des formats les moins compressés possibles. Vous les réencodez vous-même à votre façon, en MP3, en FLAC, pour essayer de faire la différence vous-même sur la qualité des fichiers. Certains l'ont fait dans mon Discord, je vous invite à venir d'ailleurs, et comme ça vous pourrez faire votre propre expérience avec la communauté et vous faire votre propre idée, puisque en fait le truc c'est que beaucoup croient réellement avoir une amélioration sur la qualité de leurs fichiers. Comme moi à l'époque quand j'ai commencé dans l'audio, donc je suis passé par cette étape-là aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand vous téléchargez de façon illégale, parce qu'on va pas me la faire, on l'a tous fait, eh bien en fait, c'est pas réellement du MP3 320 que vous téléchargez. Ce sont des gens qui ont téléchargé du MP3 128, MP3 192 et qui pensent améliorer la qualité. Ça marche pas. En la mettant en MP3 320. Et au final, vous retrouvez avec la taille d'un fichier est détecté en MP3 320, mais dedans, c'est un fichier qui a été charcuté en MP3 128 kilobits, et donc ce qui fait que c'est dégueulasse. Et forcément, quand vous allez chercher directement un format hi-fi, ce sera pas forcément la même chose. Aussi selon les plateformes, mais pour l'instant j'en ai pas eu beaucoup, Spotify un petit peu, en tout cas j'ai le souvenir et c'est vieux, on peut avoir, selon les plateformes, ne pas avoir la même qualité sonore, dans le sens où la dynamique et même le mastering peut être différent selon ce qui est demandé par les plateformes de streaming, ou de vente de CD, etc. Ce qui fait que vous pouvez ne pas avoir le même son, et ce qui fait que vous pensez que ce sera meilleur, mais surtout faites attention à ça, vous pouvez vous faire avoir. Certains peuvent booster certaines parties pour mettre en avant des détails, et on va croire entendre plus de détails. Ça, c'est une chose aussi à savoir. Donc, ce qui fait que c'est à éviter. Prenez de la même plateforme, comparez de la même plateforme, et vous verrez que normalement, vous n'aurez quasiment aucune différence. On va prendre quelques témoignages, alors j'en ai malheureusement pas eu beaucoup dans mon Discord, mais qui ont fait la différence, et j'ai notamment la chance d'avoir quelqu'un qui est un peu dans cette partie-là, en fait, il est producteur et il fait aussi du mixage. Je vous mets aussi, alors c'est Père Opes, je vous mettrai son Twitter, vous pourrez aller voir, donc il est un peu dans le côté cyberpunk, etc. Et donc il m'a fait un petit truc là-dessus. Donc je vous le lis, je vous mettrai normalement la capture ici. Pour moi, tout ce qui est high-res, c'est vraiment professionnel. On est sur un équivalent de la course au mégapixel pour afficher des stats sur un packaging. Déjà, première chose. Aller sur du lossless qualité CD, oui, jusqu'au 96-24, quelqu'un avec une belle installation va pouvoir en profiter, mais au-delà de ça, aucun intérêt pour le commun des mortels, et moi je n'entends aucune différence. Après, sur de l'achat avec un fichier high-res, est peut-être utile car dans l'avenir on aura sûrement du matériel plus accessible qui pourra mettre le fichier en valeur. Il vaut mieux, selon moi, avoir un fichier de qualité CD et en profiter avec un bon DAC et un bon casque que d'avoir du high-res en streaming et écouter ça avec un casque Beats. Comme on va avoir la 5G, le débit n'est pas plus un problème, donc on va envoyer du stream en high-res, augmenter le prix de l'abonnement et écouter ça avec un casque Bluetooth parce qu'on n'aura plus de jack sur les téléphones. Ça n'a aucun sens. Pour te dire, la plupart des studios du mastering avec qui j'ai travaillé utilisent du 48 024 bits pour délivrer du master. Donc j'ai un peu des doutes sur ce qui va être poussé derrière sur les plateformes. Ça va être de la conversion à l'arrache. Je ne pense même pas qu'on aura de l'iOS calé avec une IA. Seules les grosses sorties, en gros de l'upscale avec une IA, pardon. Seules avec les grosses sorties des majors vont avoir de la vraie high-res. Bon, cela n'empêche qu'on va vers une tendance au son de qualité, ça c'est vraiment positif.
Moi, j'ai dit que justement, je n'entendais pas la différence entre du MP3 320 et du FLAC. Et il me fait, la différence, elle est pas mal dans les extrêmes. Quand l'oreille est habituée au son 20 Hz, 20 kHz, je pense que la différence est très peu audible, mais avec l'utilisation répétée du lossless, l'oreille est plus éduquée et on remarque vraiment plus de détails dans les extrêmes. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi sur des gros systèmes, la différence est encore plus palpable. Après, il n'a pas essayé sur des streams, il a essayé sur ses propres morceaux, tout simplement. Donc, ce qui fait que c'était... pour lui, en tout cas, il voit cette différence. Un master reçu en 24 bits 48 000 Hz, converti en 320 CBR, on perd bien quelque chose d'audible, mais ça ne gâche vraiment pas l'écoute. On va aller un petit peu plus bas et aller sur les choses intéressantes qui rapportent ça justement, enfin toujours dans le même sujet. C'est de l'ordre du détail, mais si tu me fais écouter à l'aveugle en me disant c'est un FLAC ou un MP3, je n'arriverai pas à te répondre. C'est vraiment en switchant de l'un à l'autre sur une boucle. Je l'entendais plus facilement sur un morceau avec beaucoup de distorsion, donc il va chatouiller dans les très hauts aigus. Donc en gros, dans les 15 à 20 000 Hz. En gros, on peut l'entendre, et je vous le mets un peu plus bas normalement, et je vous mets avec une petite capture. En gros, ça va être dans les très hauts Hz, 15 à 20 000 Hz, qui va y avoir sa différence. Mais c'est tellement minime et tellement infime qu'il est même obligé d'avoir un égaliseur en breakall, donc après ça pour ceux qui connaissent, et surtout de mettre plus 15 décibels dans cet endroit-là pour entendre. Ce qui fait que, à part si vous êtes extrêmement sensible dans cette partie-là, et c'est très rare, vous n'entendrez pas de différence entre les deux fichiers. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. Il faut encore une fois, en plus de ça, rappeler une chose, c'est qu'on va entendre de 20 vers 1000 Hz à un certain moment, genre adolescence. Ici, aujourd'hui, par exemple, moi, je vais entendre très bien à 16 500 Hz. Au-delà de ça, ça tombe extrêmement vite et j'entends plus rien. Donc ça, c'est une première chose. À part le Herman, où j'avais entendu jusqu'à 18 000, et couplé avec, justement, des intras, les PGVP NS9, qui boostent à 15 décibels, donc un peu comme lui, du coup. Cette partie-là, ce qui fait que c'est pas beau, déjà, et c'est les seuls qui me font ça. Ce qui fait que c'est très limité. Donc ça ne changera rien à un morceau. Il a même comparé sur ces morceaux la différence en faisant la gestion de phase pour entendre, en tout cas via son analyseur, voir ce qui était, qu'est-ce qu'on perdait d'audible. Le truc c'est que ce qu'on perd en audible c'est à moins 60 décibels, c'est même pas audible. Donc ce qu'on perd c'est infime, c'est totalement infime. Donc à part si vous pétez les oreilles, vous n'aurez aucune différence. Donc ça c'est, et je le remercie, un super, pour le coup un super témoignage de quelqu'un qui s'y connaît et qui, en plus de ça, a des petits outils de mesure, donc de côté scientifique, on peut mettre en avant cette partie-là. Mais à part ça, sinon il n'y a rien qui change. C'est pareil, ça va être le même morceau. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de différent. Entre parenthèses, faites attention à l'effet placebo. Je vous le mets aussi dans la description, ça va faire de longues vidéos. Mais l'effet placebo a un impact sur ce que vous allez entendre qui est impressionnant. Le cerveau peut faire un travail fou pour vous dire « Ah, je suis en FLAC, j'entends forcément une différence » et vous allez l'entendre. Attention à ça. C'est un piège que j'ai rencontré, c'est un piège qu'aujourd'hui j'évite. Et qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit du FLAC ou du MP3, la différence est tellement peu audible que... Remec qui fait tout simplement, ARS, j'ai pas trouvé de différence, du marketing, effet placebo, rien de foufou. On a aussi, du coup, Wissem, qui fait pas convaincu par le ARS, alors là c'est plus du côté des écouteurs, c'est pas un gage ou une garantie de qualité supérieure. D'un côté t'as ça sur des kits mains libres comme celui de mon LG G2, juste parce que LG a payé la licence, et de l'autre, une marque comme AudioSense qui ne l'a pas sur ses DT200 par exemple, ça ne changera pas mon choix, ça va pas le diriger vers un choix précis. Et du côté des fichiers, je vois pas une différence de ouf entre un bon 320 kbps, donc MP3, et du FLAC pour le même son. La qualité du mix prime à mon avis. Ensuite, une bonne résolution et des 320, c'est bon. Après, oui, il y a une différence, mais c'est pas incroyable. La source, le casque ou intra, et leur symbole surtout, donc source et casque, leur symbiose, pardon, source ou casque vont apporter bien plus. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est le casque qui va faire que vous allez apprécier le son, pas la finesse du son. C'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, quand vous êtes sur du premium, que vous payez, vous aurez un son qui sera déjà suffisamment détaillé et précis pour ne plus trop réellement vous occuper de la qualité du fichier. C'est beaucoup plus la qualité du casque, la qualité de votre téléphone, et on va en parler notamment là-dessus. Donc je parle pas trop de codec, mais surtout je vais parler de Bluetooth parce que c'est important pour ceux qui parlent de Bluetooth. Au niveau du Bluetooth,
Il faut savoir des choses. Je vous remets la vidéo, je vais essayer de faire simple sur cette partie de vidéo. Je vous remets la vidéo complète dans la description aussi. Je vais en avoir à en mettre des vidéos dans la description. Il faut savoir que le Bluetooth, vous avez plusieurs codecs. Le SBC, le AAC, le aptX appartenant à Qualcomm, aptX HD, aptX Adaptive et le LDAC. Et vous avez aussi le LDHC du côté de Huawei. Ce qu'il faut savoir, et je tiens à le dire, faites très attention. Le Bluetooth, il n'y a rien de plus inconsistant, il n'y a rien de plus inconstant, il n'y a rien de plus non fiable que le Bluetooth, en termes de qualité entre les différents codecs. Un smartphone qui va bien les intégrer ne verra pas de différence entre le SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Vous n'aurez aucune différence. Le problème, c'est que il n'y a aucun contrôle sur ça. Et vous pouvez avoir des différences énormes. Pour être très concret, il faut savoir que j'utilise aujourd'hui un Galaxy Note 20 pour faire tout simplement tout ce qui est test d'intra ou de casque Bluetooth limité au SBC ou AAC. Tout simplement parce que le Oppo Fan X de Neo, depuis Android 11, ou encore il est où? Là, le Vivo X50 Pro ne gère pas du tout correctement le AAC et le SBC. On a un son qui est compressé, qui est mal intégré et qui a été fait à l'arrache. Donc c'est pas agréable et vous aurez clairement pas la qualité sonore la plus optimale. Donc ceux qui entendent la différence entre du AAC et du LDAC, c'est normal, c'est parce que le AAC a été intégré avec le Q. On va être clair là-dessus. Là-dessus, Apple l'intègre très bien, ce qui fait que vous aurez une qualité en AAC qui sera très bon. Le aptX et aptX HD, ça appartient à Qualcomm. Le problème, c'est que pareil, on n'a pas cette gestion-là, et c'est valable pour tous les codecs, sauf les codecs HD, donc LDAC, LDHC. Il y a un réel problème au niveau de plein de choses. On peut gérer plein de choses au niveau des codecs, au niveau du constructeur. Mettre une égalisation, gérer la dynamique, faire de la compression, faire un peu tout ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'on n'a aucune idée de ce que le constructeur a fait. Donc il suffit qu'il ait mal intégré certains codecs, que sur l'aptX ou aptX HD, il ait mis un égaliseur, ce qui fait qu'il peut booster les basses et il peut booster notamment les aigus. Ça va donner un son un peu plus vivant, un peu plus fun aussi, et plus détaillé puisqu'on booste les aigus. Vous allez croire que c'est mieux que du SBC ou du AAC. Ce n'est pas le cas. Il faut faire attention à ça. C'est aussi une chose auquel il faut faire attention. Le LDAC, qui est un codec de Sony, est censé apporter le côté un peu un peu HD, comme pour le MQA, le FLAC, etc., est censé le gérer. Le problème, c'est qu'il n'est pas mieux que les autres. Ça a été débunké par des médias américains qui ont malheureusement beaucoup plus de moyens que chez nous pour aller travailler tout ça. Je vous invite aussi à aller regarder le lien, vous aurez dans la description, ça fait beaucoup de liens. Mais je vous mets tout ça. Globalement, le Bluetooth en soi, c'est beaucoup de fumisterie et malheureusement, les codecs sont rarement aussi bien que prévu. D'une part, le LDAC, certes, il peut fonctionner jusqu'à 1000 kilobits. C'est très bien, mais le problème c'est que derrière, il faut aussi la stabilité du signal. Donc il sera jamais à 909 kilobits seconde. Il sera plus à 600 qui est un bon équilibre. Mais c'est pas incroyable non plus. Ce qui fait que c'est bien, mais c'est un codec comme un autre. Le problème aussi, c'est que globalement, on va se retrouver avec un codec qui va consommer beaucoup plus, puisqu'on a un plus gros débit. Et ce qui fait que derrière, c'est l'autonomie du casque, mais aussi du téléphone qui va en prendre un coup. Et ça, c'est le problème. Et quand on pousse l'Hi-Fi, on va vouloir pousser aussi des codecs Hi-Fi. Et ça va faire un peu de mal sur l'autonomie des téléphones. Il faut savoir que le aptX et aptX HD et aptX Adaptive sont plutôt bien tant qu'ils ne sont pas touchés. On peut avoir des codecs qui sont très corrects. Pareil pour le AAC, quand il est bien intégré, on a un son qui est vraiment génial. Et clairement, le Galaxy Note 20 fait partie des téléphones qui l'intègrent très bien, et ce qui fait que je peux faire mes tests correctement avec, et ne pas dire que ça a été compressé, que le son est compressé, que le son est dégueulasse quand je suis en AC. Parce que c'est clairement horrible, et je le dis horrible, sur le Oppo, où la compression est clairement audible. C'est une gestion de la compression, et c'est pas forcément la qualité de la puce, mais ça peut venir si vous êtes sur des téléphones entrée de gamme, mais même sur du haut de gamme, c'est juste parce que les développeurs n'ont rien à foutre du Bluetooth, que le contrôle n'est pas assez fort et que ce n'est pas assez standardisé. Vous pouvez l'intégrer comme vous voulez, si le signal se perd complètement dans les hautes fréquences, et ben vous le sentirez tout de suite et vous allez penser que c'est le casque et que vous allez changer de codec, vous mettre en LDAC et vous dire « Ah bah oui, le AAC c'est nul hein !» Alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste l'intégration faite par le constructeur qui pue la merde. Il faut le dire, ça pue la merde. Donc voilà,
petite partie là-dessus, sur ce point-là, qui était à dire et à redire, parce que je l'ai vu dans les commentaires sur Twitter, de gens qui sont persuadés que c'est dû au connect, et ce n'est clairement pas le cas. C'est de mon expérience personnelle, j'ai pu recouper ça, j'ai pu comprendre ça, et clairement, à chaque fois que j'ai eu des écouteurs avec un son dégueulasse sur le Oppo, je les mettais sur le Galaxy Note, le son était beaucoup plus propre, parce que Samsung a le devoir de faire aussi bien que Apple pour ramener la concurrence chez eux, et si le son est dégueulasse en Bluetooth, ils vont clairement se faire taper sur les doigts. Donc vous voilà un petit peu, ça fait un petit résumé de tout ce que vous devez savoir de façon très simple. Je suis clairement pas le plus technique et c'est surtout les médias américains qui se sont penchés sur beaucoup de choses. Je vous invite aussi à demander à Audio du Village qui s'y connaît très bien de ce point de vue-là. Il a vraiment beaucoup de choses à dire dessus et j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui dessus. Ce qui fait que, avec tous les liens, vous devriez pouvoir vous y connaître un peu mieux sur l'audio, faire attention aux pièges, et je vous invite aussi à venir sur le Discord où j'ai, et heureusement, une communauté qui est très attentive, qui est très active, et qui en plus de ça, si jamais vous avez besoin d'apprendre, ils sont là aussi, et ils permettent d'éduquer. Si vous voulez savoir ce que font la différence entre différents fichiers de même qualité, ou venant d'une même source, de qualité différente, n'hésitez pas, il y a des tests en double aveugle qui sont faits, je trouve ça assez génial, ma communauté s'éclate beaucoup, mais ce qui fait que voilà, le but de cette vidéo, c'est vous éviter les pièges classiques, des pièges de placebo, des pièges marketing qui est fait autour de la hi-fi, qui est extrêmement opaque et très compliqué à gérer. Même moi, j'en gratte à peine la surface et je ne me prétends pas du tout quelqu'un qui est expert dans mon domaine. J'en suis extrêmement loin, il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais c'est très compliqué de gratter beaucoup plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.